Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Ce soir, nous poursuivons le débat sur la révision de la loi électorale. Ces derniers jours, le président de la République a entrepris des consultations avec les partis politiques pour parler de la situation politique du pays, notamment les futures échéances. Certaines de ces formations appellent à la dissolution du Parlement et l'organisation des élections législatives puis locales. D'autres appellent à prendre des mesures politiques fortes. D'ici le prochain scrutin, la classe politique devra se réorganiser, notamment à travers la future loi électorale. Je rappelle que cette mouture contient au total 313 articles, dont 73 nouveaux sur les 188 articles entre nouveaux et amendés. De prime abord, c'est le principe de rupture avec les anciennes pratiques qui est mis en avant à travers des conditions drastiques en matière de financement des campagnes électorales des candidats. Parmi les réserves annoncées par les formations politiques, la parité de la représentation des hommes et des femmes au sein des partis et le seuil des 4% des voix obtenues lors des dernières législatives. Nous accueillons ce soir pour en débattre deux partis politiques pour connaître leurs opinions et réserves sur cet avant-projet de loi, ainsi qu'un représentant de la diaspora algérienne établi à Paris. Nous accueillons sur ce plateau M. Mustafa Zerlech. Bonsoir. 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 Vous êtes membre du comité central au parti Tala El Hurriyet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous avons également avec nous M. Bentouri Mansour. Bonsoir. Vous êtes cadre du parti Voix du Peuple Saout Chab. Merci d'être ce soir sur notre plateau. Bonsoir. Et nous avons depuis Paris avec nous, comme je vous le disais, M. Badis Khnissa, président fondateur du think tank Club Émergence. Bonsoir M. Khnissa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Salam Azul, bonsoir et merci pour l'invitation. Avant d'entrer dans les détails, la question que généralement on pose de prime abord sur cette mouture, qu'en pensez-vous? Pensez-vous qu'elle peut apporter les changements tant attendus sur la scène politique? Marquera-t-elle une rupture avec les anciennes pratiques dénoncées de par le passé qui ont mené à de graves dérives? Monsieur Bentouri, je vous donne la parole en premier. Merci madame, bonsoir, merci pour l'invitation. Avant de commencer, on est très content du retour du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. On lui souhaite un bon rétablissement. C'est au nom du docteur Lamine Osmani, qui est président du parti, ainsi que tous les cadres. Alors, dans son programme, Monsieur le Président, quand il a été élu, il a promis des choses, parmi la révision de la loi organique qui concerne relative au code électoral, régime électoral. C'est vrai, il y avait des questions. Nous, en tant que parti politique, on a vu que il y avait une volonté? Non, il n'y avait pas de volonté parce que c'était en contradiction avec les orientations et la feuille de route du président. Parce qu'on appelait à une Algérie nouvelle, à un changement. Mais à travers ce projet de loi, au contraire, on a vu... Pour vous, il n'y a pas cette rupture marquée dans cet avant-projet de loi? Au contraire, parmi les amendements qu'on a vus, c'était vraiment le retour vers le passé, vers la fraude. On fait toujours référence aux anciennes pratiques. Vous avez mis au sein de votre parti une plateforme pour récolter toutes les réserves et toutes les idées sur cet avant-projet de loi? On a même organisé une journée dont on a invité des académiciens, des experts en la matière, ainsi que certains membres de la partie. On a consulté même nos cadres politiques au niveau des 48 wilayas pour donner leur avis. Et à partir de là, on a fait deux propositions et on a présenté à la présidente de la République. On reviendra plus en détail sur toutes les réserves que vous avez émises lors de ce rapport. Pour le parti de Tala El Hurriyet également, il y a eu des réserves émises sur cet avant-projet de loi. Mais d'abord, votre idée générale, est-ce que vous partagez l'idée de Saout Chab, du parti Saout Chab, qui ne remarque pas une réelle rupture avec les anciennes pratiques? Ou alors, pour vous, il y a une tentative d'améliorer la situation? D'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation que vous avez bien aimablement adressée au parti Tala El Hurriyet pour participer à ce débat sur un thème crucial quant à l'avenir politique du pays.
Et d'autre part, je voudrais juste signaler que le parti Talal Harriet, à l'instar d'autres partis, a été sollicité pour faire part de ses observations et de faire part aussi de ses propositions. Ces observations et ces propositions sont basées essentiellement sur la pratique du militantisme au sein du parti depuis sa création et qui se poursuit jusqu'à présent. Tout ce qui concerne l'Algérie nous concerne en premier lieu. Nous n'avons qu'un seul pays, c'est l'Algérie, et c'est tout à fait légitime donc de se préoccuper de son avenir, d'autant plus que la situation de crise multiforme persiste depuis quand même un certain nombre d'années. Ou est-ce qu'il y a une rupture avec le passé? J'ai fait à maintes reprises la lecture de ce projet. Ce projet a été débattu au niveau du parti et la base, que ce soit la base ou au niveau de la direction centrale. Et on peut dire qu'effectivement, donc en étant un programme ou un projet pensé et établi par des profanes, il est forcément perfectible. Donc c'est pour cela que les autorités ont songé à le soumettre à l'appréciation des partis. Donc, du plus, du moins, du bon ou du moins bon, tout est relatif, tout dépendra des articles lorsqu'on les abordera, si vous le voulez. Oui, bien sûr, on les abordera en détail. Monsieur Nissa, votre avis d'abord, avant d'entrer dans les détails de cet avant-projet de loi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que cela permettra de rétablir un peu cette classe politique qui a un peu disparu ces dernières années, de rétablir sa place au sein de la société et de rompre avec les dérives qu'on a connues également de par le passé? Alors, si vous le permettez, chère madame, je voudrais rendre hommage d'abord en introduction à Hirak Authentique du 22 février 2019. Ce Hirak qui, sans lui, aujourd'hui, nous ne pourrions pas effectivement parler ou évoquer ou même débattre sur l'avant-projet de loi électorale, encore moins peut-être mettre les fondations futures de cette Algérie nouvelle que nous attendons. Ce Hirak a été effectivement un curseur démocratique, mais au-delà d'un curseur démocratique, c'est aussi un fabricant d'espoir et d'avenir. Je ferme la parenthèse. Pour mes impressions sur cet avant-projet de code électoral, effectivement, je dirais que c'est une promesse électorale tenue par le président Abdelmadjid Tebboune. C'est une impulsion positive, faut-il le rappeler, mais surtout un premier pas, où je dirais, pour être un peu plus contextualisé cet avant-projet, un préalable, je dirais, et non pas une finalité. Donc c'est un point de départ dans lequel, bien évidemment, nous devons, et au vu des enjeux que nous vivons aujourd'hui, notamment géopolitiques et géostratégiques, nous devons, à minima, si vous voulez, s'accorder sur les fondamentaux pour éviter peut-être aussi de bloquer ou d'être un obstacle du processus de reconstruction et ou même du sauvetage de la nation. Alors, je le disais dans l'introduction, il y a eu des consultations ces 2 derniers jours avec le président de la République. Plusieurs formations politiques ont rencontré le chef de l'État pour parler de la situation politique du pays, mais également des élections législatives, de cet avant-projet de loi du Code électoral. Est-ce qu'on sent une volonté d'accélérer les choses et d'aller réellement vers des élections législatives anticipées? Est-ce que ce serait la solution ou le temps n'a pas vraiment d'importance? Écoutez, madame, tout ce qui est décision, c'est le président de la République qui décide. On n'a pas le droit Cela faisait partie de ses promesses, d'aller vers des élections législatives promesses. Maintenant, c'est à lui de nous présenter un calendrier pour que ce soit la dissolution de l'Assemblée, du Parlement, ou bien... Mais est-ce que vous pensez qu'on va y aller? Qu'on va aller vers des élections anticipées? C'est des promesses. C'est dans son programme. Donc il n'est pas probable... Non, ça c'est évident, c'est une évidence, parce qu'on ne peut pas appeler un changement de système ou bien d'une Algérie nouvelle aller vers l'avant avec une assemblée, avec des institutions qui sont issues d'un système de... Voilà, des fraudes, du quota, etc. Mais maintenant, c'est le président qui doit décider. C'est vrai, il y a des consultations, le président... Il a un programme. Moi, personnellement, je ne peux pas m'avancer des choses ou parler à sa place. Mais on attend. Dans votre formation politique, est-ce que vous vous préparez à des élections anticipées, Monsieur Zerlech?
Oui, actuellement, les informations qu'on dispose comme ça, à travers les médias notamment, indiquent qu'effectivement nous allons dans cette direction. Et puis il faut rappeler que le président de la République avait déclaré et s'était engagé à tenir donc ces élections avant la fin de l'année. Mais malheureusement, la pandémie a voulu que le cours des choses change totalement, et pas seulement pour l'Algérie. Donc c'est un engagement du président de la République et c'est une nécessité pour rompre avec les pratiques du passé. Donc, ces élections ne pourront avoir lieu qu'avec un texte nouveau. C'est le projet qui est soumis donc en ce moment à l'appréciation de la classe politique. Donc, alors qu'est-ce que vous reprochez parmi les principales, on l'a dit, remarques portées par les formations politiques sur cet avant-projet de loi? On a parlé de cette parité de la représentation des hommes et des femmes que vous estimez impossible à réaliser dans la pratique. vous préfériez que je réponde à votre question ou alors que j'entame nos observations par quelque chose qui est aussi important? Allez-y, vous Il s'agit de l'autorité nationale indépendante des élections. Ah, l'ANI, Vous d'accord. savez, oui, c'est le pivot central. C'est le pivot central et l'idée, en principe, du pouvoir politique en Algérie est non seulement de rompre avec les pratiques du passé, mais de mettre en place de nouvelles institutions ou de nouveaux organes qui puissent assurer justement cette indépendance, cette démocratisation des processus électoraux auxquels le peuple aspire et comme il l'a exprimé à travers le Irak. Pour vous, l'ANI perd son indépendance à travers ce Oui, texte? nous constatons quand même que cette indépendance, elle est relative. D'abord et avant tout au niveau de la nomination ou de la désignation des membres du Conseil. Vous savez, il y a un Conseil qui est l'organe délibérant, un organe exécutif ou une fonction exécutive illustrée par le président de l'ANI. Ok, d'accord, mais la Constitution, article 201, stipule que l'ensemble des membres sont nommés par le président de la République. Soit. Mais nous constatons que dans le projet, je ne sais pas si c'est une nuance, disons linguistique tout simplement, ou elle a un sens, parce qu'elle a un sens en français. En arabe, on dit يعينوا رئيس جمهورية الأعضاء إلى غير ذلك التعيين فهو لفظ واحد. Tandis que désigner et nommer, c'est relatif à la langue française, c'est une nuance qu'il faut saisir. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous avions une loi, la loi organique de 1907 du 14 septembre 2019, relative à l'autorité nationale des élections. Elle stipule que l'ensemble des membres, les 50 membres, sont élus par leur pairs selon, disons, un partage en quelque sorte socio-professionnel et par la société civile. C'était un pas positif, aussi timide soit-il, qu'il aurait fallu peut-être, au lieu d'en diminuer les effets, au contraire, le renforcer. Et nous constatons qu'à travers l'article 201 de la Constitution, qui est clair et net, l'ensemble des membres sont nommés par le président de la République. Le projet de loi organique relatif au régime électoral, lui encore, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'ensemble des 20 et plus de 50 membres sont nommés par le président de la République et à leur tour, ils nomment le président de l'ANI. Alors que déjà en 2019, on avait fait une avancée. Le président de l'ANI sera élu par ses pairs. Pardon? Le président de l'ANI doit être élu par les pairs qui seront, eux, nommés par le président de la République. C'est la proposition que nous faisons. Voilà. Nous disons que dans la mesure où on ne peut plus amender une décision constitutionnelle, voilà ce qu'on propose, et j'espère que le législateur est à notre écoute pour dire que maintenant, les 20 membres vont être nommés par le président, mais pourquoi pas les faire élire à la base pour garder le caractère indépendant de l'institution. Oui. Monsieur Khnissa, votre avis sur la question, puisqu'on a entamé le débat avec l'autorité nationale indépendante des élections. Est-ce que vous pensez aussi qu'à travers cet avant-projet de loi, l'ANI perd un peu de son autonomie et de son indépendance?
Alors, tout d'abord, j'aimerais justement souligner le caractère et le choix assumé et responsable, je pense, du président de ce côté collégial, je dirais, de la rédaction de cette mouture. Et ce qui en soi, en fait, représente un acte courageux, mais surtout démocratique, d'une part. Et ce qui explique aujourd'hui pourquoi aussi nous n'arriverons pas, malheureusement, in fine, à trouver peut-être un consensus dans cette mouture. Quoi qu'il arrive, le but, c'est d'avancer. Maintenant, oui, sur l'ANI en elle-même, effectivement, moi, je rejoins partiellement ce qui a été dit. Sur le caractère d'indépendance, effectivement, il y a peut-être beaucoup plus de clarifications et de choses techniques à soumettre lors d'une réflexion peut-être collective et lors aussi de l'enrichissement qui est en train de se produire actuellement par les partis et par la société civile. Ceci étant, moi, ce que j'ai relevé aussi, c'est que plutôt ce qui est attrait à la communauté nationale établie à l'étranger sur ces fameux 20 membres désignés par le président de la République ou élus par la suite, peu importe, c'est que ce que je retiens, c'est que sur ces 20, on n'en a qu'un seul membre qui est issu de l'immigration. Oui. Tout à fait. Ce qui est pour moi sous-représentatif dans le sens où si on applique, disons, à minima la règle de proportionnalité, considérant que la communauté nationale aujourd'hui, elle est de l'ordre entre 10 et 15, peu ou prou, 10 à 15% de la population algérienne, ce qui voudrait dire en fait qu'on serait plutôt de l'ordre de 2 à 3 membres, ce qui serait un signal fort à la communauté nationale établie à l'étranger en matière d'association à ce développement, mais surtout dans les outils qui vont permettre l'émergence de sa voix à terme lors des processus électoraux à venir. Merci, Monsieur Nissa. L'avis du parti Sawt Chab sur cette question-là, vous avez émis des réserves dessus ou pas? Moi, si vous permettez, je reviens à la question que... Si vous permettez, bien sûr. Oui. D'abord, votre question sur l'ANI, comme ça on fermera le volet sur l'autorité nationale indépendante des élections, si vous permettez. Sur l'autorité, moi je crois qu'elle a pratiquement bien fait son travail durant les élections présidentielles, ainsi que la Constitution, mais maintenant les législatives ou bien les locales, c'est autre chose, hein, oui. Parce que ça demande beaucoup de choses, beaucoup de réflexions. On a fait une lecture, on a proposé des... Est-ce que le parti a émis une réserve ou une proposition nouvelle? Certainement, oui. Certainement, surtout pour les représentants au niveau des communes, au niveau des... c'est vrai, dans le texte, on trouve que le représentant de cette institution, il ne faut pas qu'il soit... qu'il soit par exemple dans un parti politique durant les 5 dernières années, mais rien ne le prouve. Rien ne le prouve. On peut désigner des gens dans les différentes wilayas, des différentes communes qui appartiennent à d'autres partis. Ça nous fait vraiment peur, parce que comment régler ce problème? Mais aujourd'hui, par rapport à la désignation des membres de l'ANI, est-ce que le parti de Sawt Chab va dans ce sens ou pas? Pour la désignation, la proposition, quand même, maintenant, mettre dans une commission 20 ou 50, c'est pas ça qui fait son rôle principal. Quel sera le rôle principal au niveau des communes, au niveau à travers les 48 wilayas? C'est ça le plus important. Oui. Maintenant, si vous permettez, je reviens à la parité, la première question qu'on avait posée, qui avait posé beaucoup de problèmes au niveau des formations politiques. Donc, c'est cette parité entre hommes et femmes. Madame, Monsieur Bentouri, avant de vous laisser répondre sur cette question, Monsieur Nissa, vous voulez ajouter quelque chose sur l'ANI? Non, tout à fait. Oui. Petite parenthèse, en fait, sur l'ANI, effectivement, avant de clore ce sujet. Moi, j'ai plutôt une remarque d'ordre générique, à toute fin utile, qui est de l'ordre d'une problématique que la CNE ici, que la communauté nationale qui en souffre plutôt, c'est de l'ordre de la communication. Il faut une communication effective sur le scrutin, notamment en matière de dates clés, en matière du déroulement, en matière de toute communication utile vous savez, l'accès à l'information aussi. Tout à fait, entre autres, mais je résumerai aussi avec peut-être cette réflexion qui est de dire la méconnaissance est aussi source d'abstention, malheureusement. Très bien. Merci, Monsieur Nissa. Monsieur Bentouri, je vous laisse revenir sur cette question de parité. Madame, on est peut-être le seul pays au monde qu'on parle de la parité du quota pour les jeunes, moins de 35 ans, pour la femme, 50%. Ça se passe qu'en Algérie. Ça se passe qu'en Algérie. C'est une discrimination pour l'Algérien, pour le citoyen algérien. Il faut laisser les gens... Maintenant, le rôle des partis politiques, bien sûr. Il faut laisser les gens travailler, il faut laisser les gens s'impliquer. Elle est où la difficulté aujourd'hui? Aujourd'hui, on a du mal à réellement appliquer ça sur le terrain, avoir une parité entre hommes et femmes. C'est très difficile.
L'Algérie, c'est pas Alger. Même Alger, dans les 57 communes, je vous assure qu'on ne peut pas faire une parité sur les listes électorales. C'est-à-dire que de par le passé, on remplissait On des feuilles remplissait, sans critères, on est arrivé sans les bons critères. même acheter des dossiers pour les mettre. Oui. Ramener sa femme, sa cousine, sa nièce, pour les mettre. Maintenant, la parité 50%, c'est même, moi, je pars du principe dans notre parti, c'est laisser l'Algérien s'imposer, s'impliquer dans la politique. Maintenant, c'est le rôle du parti politique, bien sûr. Les gens, ils en ont marre parce que ils ont vu dans le passé, parce qu'il y avait tellement de mensonges. On va dire que la femme a plus de mal à accéder à certains postes de responsabilité. Est-ce que ce n'est pas une volonté de lui permettre justement d'aller de l'avant? Mais est-ce que aussi, il y a une contradiction un peu dans le texte. Est-ce que cela ne rend pas cela caduque vu que la liste maintenant est ouverte et n'est plus fermée? Est-ce qu'elle va pouvoir être présente réellement cette parité? Finalement, ça annule au contraire, quelque part au contraire, sur la parité 50%, je vous assure que que le nombre de femmes qui vont être élues, ça sera très très minime. Il n'y a pas d'obligation à élire le même nombre de femmes que d'hommes. Exactement. Même si on revient à l'expérience dans le passé sur l'ancienne loi électorale concernant le quota de 30%. Moi, je vous le dis franchement, parce que moi, on est en politique, en pratique, on est sur le terrain. Même les femmes élues, avec tout le respect que je dois, elles se présentent même pas dans... Elles n'étaient pas formées pour, pas qualifiées pour. Voilà, non, elles se présentent même pas, elles siègent même pas. Que ce soit dans la commune, que ce soit même au niveau de l'Assemblée nationale. On le voit à la télévision. L'hémicycle était vide et pour les hommes et pour les femmes, Monsieur Bentouri, je vous le dirais. Écoutez, moi je dis au contraire, avec tout le respect que je dois. Je m'attendais que vous alliez... Mais sincèrement, nous, on n'est pas pour cette... Dans notre parti Sochap, on n'est pas pour cette idée. Au contraire, il faut laisser la femme qu'elle s'arrache. Vous n'êtes pas pour cette idée parce que vous ne trouvez pas les personnes qualifiées, ou vous n'êtes pas pour cette idée pour une autre raison? C'est pas question de qualification, c'est pas question de... La compétence, c'est pas dans la politique, madame. C'est pas avoir un doctorat ou avoir une femme ou 50 femmes qu'on peut faire la politique. La politique, il faut être politicien. Il faut laisser les gens aimer la politique. Et tout ça, c'est le rôle des partis politiques. Il faut... Nous, par exemple, dans notre parti, la wilaya de Annaba, on a une femme qui est coordinatrice de wilaya. Et elle a arraché sa place. C'est pas nous, on n'est pas... Au contraire, finalement, cette parité va juste servir à remplir des listes sans forcément avoir les bonnes compétences. Et ça, ça ne sera pas la solution pour les élections à venir. Votre avis sur la question, Monsieur Zerlech, vous partagez, je pense... Permettez que je termine un peu sur l'ANIE. On revient encore sur l'ANIE. Oui, alors, une petite parenthèse, parce qu'on est déjà à 20 minutes de débat, qu'il reste beaucoup de questions à évoquer. Parce que, tout simplement, pour le Parti Al-Hurriyat, c'était une autorité indépendante, réellement indépendante, a toujours été une revendication essentielle pour assurer une transparence et une crédibilité des scrutins. Or, nous constatons à travers ce projet qu'il y a une prévalence de l'organe exécutif, le président, sur un organe délibérant qui l'élit, à savoir le Conseil. Le président, justement, non seulement il nomme à tous les échelons au niveau local, c'est-à-dire communal, de wilaya, et au niveau de la communauté nationale à l'étranger, c'est lui, donc, qui nomme les représentants qui désigne, pour l'instant, jusqu'à ce que l'alliance soit faite. Non, c'est le projet. D'autre part, le projet parle d'un cabinet. Il peut être créé un cabinet sous l'égide du... Mais aucune précision sur ça. Bon, il faudrait attendre que l'actuelle loi sur l'ANIE soit abrogée. Évidemment, c'est... Quelle est votre proposition? Quelle est la proposition du parti sur l'ANIE? La proposition, justement, il nomme un secrétaire général aussi. Notre proposition est que, à la limite, en ce qui concerne le cabinet, comme pour le secrétaire général, que le président ne décide pas seul, qu'il soumette les candidatures au Conseil, qui émet son avis
et qu'ensuite il prendra la décision qu'il faudra. Protéger un peu Donc l'aspect démocratique de fonctionnement au sein de l'ANE. D'ailleurs, le bureau a disparu, qui était mentionné dans l'ancienne loi, enfin dans la loi qui a encore cours, et l'absence de 2 vice-présidents, vous savez, en cas d'empêchement, il n'y a pas mieux qu'un vice-président pour assurer la transition jusqu'aux nouvelles élections. Ça, les deux vice-présidents ont disparu. Donc, on se pose des questions sur un tel président qui devait être nommé aussi par le chef de l'État. Oui. C'est pourquoi la question avait été, je pense, annulée. Donc c'est une des principales revendications du parti de Talaa et Hurriyet. Si vous le permettez maintenant, est-ce qu'on peut revenir sur l'autre question de parité homme-femme, vos propositions sur cette question-là? Je pense que toutes les formations politiques ont émis des réserves et ont émis les difficultés également quant à la mettre en pratique sur le terrain. Vous en pensez quoi? Vous savez, je vous surprendrai peut-être en vous disant que l'actuelle mouture est plutôt un recul par rapport à l'acquis de septembre 2019, dans les conditions que l'on connaît, où la parité n'était pas intégrale, non, de 2012, pardon, de janvier 2012. Donc la parité n'était pas intégrale, elle était proportionnelle selon donc, les élections locales, les élections de village, et en ce qui concerne la communauté nationale étrangère, c'était 50%. Mais c'était 50% de présence de la femme au niveau de l'Assemblée. Pas 50% au niveau de l'inscription sur les listes. Ce qui fait qu'actuellement, il y a un risque. Ça rend la loi caduque finalement. Oui, bien sûr que la parité, de fait, disparaisse. Donc, ce que nous suggérons, c'est que l'on reprenne un peu les paliers, les différents paliers qui existent jusqu'à présent, donc qui existent auparavant, et les inclure dans les listes pour assurer à la fois une présence assez forte de la femme tant au niveau des listes qu'au niveau de la présence effective en tant que député à l'Assemblée nationale. Oui. C'est votre proposition. Monsieur Khnissa, vous pensez aujourd'hui qu'il est difficile ou pas d'aller vers cette parité hommes et femmes à 50%? Écoutez, nous ne pouvons pas évoquer justement la parité homme-femme aujourd'hui dans cette nouvelle mouture sans justement aborder cette question subsidiaire qui est celui du mode du scrutin choisi aujourd'hui. Absolument. Nous sommes en fait dans un scrutin plurinominal à méthode à quotient, pardon, et ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous voulez, parité homme-femme, si vous voulez, elle est plutôt liée, si vous voulez, à certaines considérations autres que la mouture en elle-même, notamment par cette fameuse liste ouverte dans laquelle il n'y a plus de tête liste. Je m'en réjouis de ce mode du scrutin, car il met fin effectivement à l'argent sale, à la corruption, mais plus que ça, il met fin aux dynasties politiques qui ont gangréné pendant des années durant et surtout aggravé le fossé entre le peuple et la classe politique. Cependant, je dirais plutôt aussi, ça relève un caractère plutôt sociétal. Aujourd'hui, dans une liste ouverte, vous n'avez plus de tête de liste. Donc effectivement, vous devez vous conformer aux 50% de parité homme-femme. Ça, c'est, on va dire, dans la devanture. Dans les faits, effectivement, il y aura une problématique parce qu'on va devoir, une fois dans l'isoloir, devoir cocher des noms et donc pas forcément vers les femmes que le choix va se faire. Donc c'est pourquoi le problème est beaucoup plus profond que ça et je dirais que même il est de l'ordre sociétal et anthropologique, plus que politique. Maintenant, on peut tester, on peut établir une réflexion profonde dans ce sens, mais je pense que le mode du scrutin, il faut peut-être voir on va dire les bénéfices et les désavantages, justement les inconvénients de ce mode du scrutin pour voir éventuellement comment faire émerger la femme sur la scène politique. Maintenant, je reviens un peu sur la formation politique en elle-même et je rebondis un peu sur ce qui a été dit avant. Moi, j'ai la profonde conviction que la politique, elle peut s'inculquer, on peut l'avoir, si vous voulez, sur le terrain, par le militantisme, par l'associatif, par mille et une manières de levier pour pouvoir la pratiquer, et peut-être éventuellement par l'associatif, dans une trajectoire naturelle et logique, aboutir vers la politique. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut sortir aussi de ces paradigmes qui consistent à dire qu'il n'y a que les formations politiques ou les partis politiques qui sont générateurs ou qui sont le moteur de la politique algérienne. Qui plus est, aujourd'hui, nous avons d'ailleurs, c'est un peu l'impulsion majeure ou leitmotiv du Hirak le 22 février 2019, qui est de dire
justement mettant une rupture avec les mécanismes, mais surtout mettant en rupture avec la mentalité, avec la culture politique de la classe politique aujourd'hui. Alors, vous dites que ce n'est pas que les formations politiques aujourd'hui qui sont génératrices de politique, de la classe politique. Est-ce que vous pensez que c'est cette liste d'indépendants, ces jeunes indépendants qu'on essaie d'encourager à travers cet avant-projet de loi, qui fera en sorte de changer la donne, même si je pense que les partis politiques qui sont ici présents sur le plateau vont peut-être vous contredire sur cette question-là? Soit, et j'aimerais bien justement pour enrichir le débat. Mais vous faites bien de souligner ce point. Moi, je vous dis honnêtement, j'ai regardé attentivement ici et là un peu les réactions des partis politiques sur cette question, notamment les candidats libres. J'ai la nette impression que le candidat libre est devenu un peu le souffre-douleur, justement peut-être, ou même la thérapie exutoire de certains partis pour cacher leurs échecs. Je suis désolé, si on est en cohérence avec l'Algérie nouvelle que nous souhaiterions notamment en phase avec les aspects démocratiques. La démocratie, ce n'est pas un menu à la carte, c'est une démocratie, c'est on déclare la compatibilité ou alors on n'est pas fait pour la démocratie. Ce que je veux dire par là, sans bien sûr brusquer qui que ce soit. Un candidat libre, c'est un choix d'abord citoyen, c'est un choix d'un individu à l'instant T, donc il faudra le considérer, il faudra le respecter dans ce sens. Et bien évidemment, il faudra le voir aussi, le considérer comme un enrichissement, je dirais plutôt, à l'exercice politique et à la classe politique en elle-même, qu'une menace ou un danger. Donc ce que je veux dire, c'est que les partis politiques ne devraient pas voir, j'ai entendu quelque part que ça soit une saignée pour les partis politiques. Mais je pense que les partis politiques, s'ils ont des fondations solides et un ancrage populaire, ils n'ont pas besoin de se méfier de candidats libres pour penser qu'il y aura un risque de saignée. Il y a une complémentarité qu'il faudra souligner. Nous sommes dans une phase très, très critique et très sensible dans laquelle nous avons besoin de solliciter d'abord notre esprit de rassemblement, mais surtout notre responsabilité et intelligence collective. Et je ne pense pas que notre démocratie, du moins en devenir, résistera à ce type de réflexe par opposition, et notamment vers peut-être des jeunes qui souhaiteraient se lancer, s'engager dans la vie politique, et tout de suite ils sont victimes de procès d'intention arbitrairement. Merci Monsieur Nissa. On va écouter les avis des deux partis politiques qui sont sur ce plateau. Alors on a reçu il y a quelques semaines d'autres partis politiques qui eux ont clairement dit que les candidats indépendants étaient un danger pour les partis politiques, pour le futur de la classe politique. Comment voyez-vous ces choses-là? Au contraire, nous, dans notre parti, moi je sais par expérience que les indépendants ont bien réussi dans leur tâche auparavant. Parce qu'ils ont été... Moi je connais beaucoup d'élus qui sont issus des listes indépendantes. Et là, au contraire, c'est une participation. Beaucoup estiment qu'il faut d'abord être initié dans un parti politique, à la politique du pays pour pouvoir accéder à certains postes. Vous ne pensez pas que les indépendants aujourd'hui risquent d'être nombreux, d'autant que dans cet avant-projet de loi, on propose de les aider à 50%. Est-ce qu'il n'y a pas une inégalité aujourd'hui avec les jeunes issus des partis politiques? Ça dépend maintenant du projet final de la loi électorale. On ne parle pas du projet final, on parle de ce qui a été proposé dans cet avant-projet de loi. Est-ce que vous ne voyez pas une inégalité? Non. Monsieur Zrlech? Vous parlez des listes indépendantes? Oui. Vous savez, une liste indépendante, normalement, elle est constituée sur la base d'un programme électoral, donc un programme politique, un projet de société. Et si les électeurs choisissent une telle ou telle liste indépendante, l'idéal serait que cette liste indépendante, une fois arrivée au Parlement, à l'Assemblée nationale, ne se transforme pas en liste c'est-à-dire qu'elle ne se transforme pas en liste de partis dans la mesure où nombreux étaient ceux qui n'étaient plus indépendants et qui revendiquaient ou donc qui se rapprochaient de partis.
Est-ce que vous ne craignez pas une éclosion, justement, ou que cela favoriserait l'éclosion de listes d'indépendants, d'autant que dans ce texte qui stipule dans son article 120 que l'État prendra en charge 50% des dépenses des jeunes candidats indépendants moins de 35 ans, relatives à l'impression des documents, publication et publicité, ainsi que l'allocation des salles. Est-ce que cette disposition n'est pas jugée inéquitable par rapport aux autres listes de candidats? Forcément. Elle touche tout simplement à l'article 37 de la Constitution qui proscrit toutes sortes de discriminations sur la base du sexe ou de l'âge ou disons des convictions religieuses. J'extrapole un petit peu. Donc, fondamentalement, tous les citoyens étant égaux devant la loi, les candidats sont des citoyens. Donc, les candidats sont aussi égaux devant la loi. Pourquoi cette discrimination que certains pourraient appeler de positive, comme ce fait le cas dans certains pays, aux États-Unis ou ailleurs, mais en direction des minorités pour leur donner plus de chances d'aller dans les prestigieuses universités ou ailleurs. Donc, partir de ce point de vue, on risque d'aboutir à des pratiques déjà décriées par le passé, à savoir que le pouvoir politique en place cherche à se faire une clientèle. Parce que aider les jeunes, c'est bien. Les aider matériellement sur l'argent des contribuables n'est pas mal. Mais faut-il, pour cela, au moins prendre en considération la situation financière des individus pris isolément? Pourquoi voulez-vous, vous savez, pourquoi voulez-vous aider telle liste et pas telle autre? Il y a des partis comme... Donc il y a une inégalité. Je termine, si vous permettez. Oui, pour sûr. Organiser le comité central, au parti Talal, ce sont les militants qui cotisent. Et le repas, c'est un sandwich et une bouteille d'eau. Donc, on n'a jamais bénéficié de la moindre aide ou assistance de la part des pouvoirs publics, parce qu'on n'a pas de représentants au niveau de l'Assemblée nationale ou autre. Donc, est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a eu une rupture de confiance entre les jeunes aujourd'hui et la politique et les formations politiques déjà existantes, et que c'est un peu pour laisser émerger une nouvelle classe politique dans le futur? Vous savez, pour être membre de l'ANE, on parle de personnalités indépendantes. L'indépendance de ces personnalités qui sont toutes relatives, parce qu'il faut des critères d'appréciation qui ne figurent pas ici. Bon, soit les personnes indépendantes par rapport à qui? Ici mentionné par rapport au parti. C'est comme s'il y avait une volonté de diaboliser les partis politiques. On nous reproche, y compris par le Hira qui a été induit, par certains membres de Hira qui ont été induits en erreur, on reproche au parti de l'opposition. Talal Houriyat a toujours été un parti d'opposition sans concession. Et on nous a diabolisés. On ne pouvait même pas tenir de réunion. On n'avait même pas la possibilité de louer une salle. Quand on menait une campagne électorale, on était brimés, on était interdits, tout ça. Comment voulez-vous, dans ce cas-là, qu'on puisse prouver de quoi on est capable? Donc, ce n'est pas notre faute. Alors, M. Nissa a fait allusion tout à l'heure à une des principales mesures retenues dans cet avant-projet de loi, c'est la logique de tête de liste qui disparaît. Cet amendement vise à empêcher l'achat de sièges de députés, par la même occasion la réédition des scandales des législatives 2017. C'est quelque chose que vous approuvez, qui a été salué un peu par les formations politiques? Plus de tête de liste? Non? Si je vous permettez... Oui, M. Nissa. Non, mais j'aimerais revenir, parce que je n'ai pas eu l'occasion de m'exprimer là-dessus, sur le financement justement des jeunes et des candidats libres. Oui. Moi, je vous dis honnêtement, voilà, il faut peut-être aussi avoir un regard beaucoup plus transversal pour vitaliser le débat et avoir un peu moins de suspicion vers l'autre. Avec tout le respect que je dois en fait, aux partis politiques et avec toute la classe politique telle qu'elle est aujourd'hui, c'est un fait. Je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, je me répète, que c'est un peu le principe du verre à moitié vide ou à moitié plein. Chacun le voit par son angle de vue. Ce qui est aujourd'hui le jeune aussi qui souhaiterait s'engager, indépendamment de cette peut-être avantage, entre guillemets, de financer 50% de sa campagne, il peut concevoir qu'il y a une mesure contraignante qui est celle des parrainages, par exemple, de 250 pour législatives et 50 par siège
pour les locales. Donc, vous voyez, je veux dire, à un moment donné, il faudra qu'on se parle d'intelligence collective et de responsabilité, de sagesse pour pouvoir donner à chacun sa chance, parce que finalement, on croit tous à une Algérie, mère de tous ses enfants, et donc dans laquelle, je dirais encore une fois, la règle d'or est que tout le monde peut prendre part à l'équation de la construction de cette Algérie. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ça favoriserait l'éclosion des listes des candidats indépendants à travers cette aide fournie par l'État? Mais vous savez, madame, seule la candidature et l'éligibilité qui permettraient à terme, justement, d'affirmer ou réfuter cette suspicion, je dirais cette supputation, quelque part. Donc aujourd'hui, il y a certaines étapes qu'il faudra franchir. Une candidature, en fait, ce n'est pas, comme j'ai entendu ici et là, l'enseigne des candidats. Non, la politique, c'est du sérieux. Donc, je pense aujourd'hui, et en matière, je parle pour la société civile, elle est très attentive au message, elle est très attentive justement dans le contexte actuel que nous vivons, dans lequel je dirais un peu transitoire, dans le sens où on passe d'un ancien, on va dire, régime qui essaye de subsister avec un nouveau qui essaye de construire. Entre les deux, c'est les défis de construire l'émergence justement de cette nouvelle Algérie, mais qui se doit d'être justement faite selon les règles. Et les partis politiques, pour moi, ont une part de responsabilité pour, je dirais, pour ceux qui ont été dans une cohérence et une constance depuis des années. Donc, ils doivent avoir cette responsabilité justement d'encourager et d'être dans justement de l'accompagnement de l'émergence ou l'éclosion de cette nouvelle classe politique. Moi, quand je parle de candidature des jeunes, je vois plutôt le rajeunissement de la classe politique. Je vois bien évidemment en fait la corrélation avec peut-être aussi la typologie sociétale de l'Algérie, qui est plus de 70% composée de jeunes. Donc, et c'est pourquoi en fait il faut qu'il y ait l'émergence de cette représentation, mais surtout de cette représentativité, que le jeune se projette dans l'autre jeune, et que après, vous savez, c'est comme tout. Oui. Les jeunes peuvent aussi intégrer les formations politiques et on peut rajeunir ainsi la formation politique. C'est valable aussi dans les deux cas. Absolument. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi avoir ce prisme un peu très, très restreint qui est de dire que si un jeune part en candidat libre, c'est au fait pour soit qu'il fasse son chemin, son petit bonhomme de chemin politique et qui demain peut-être, pourquoi pas, pourrait son parti. Aller vers d'autres alternatives ou même peut-être rejoindre un autre parti. Oui. Mais c'est ça aussi l'enseignement. C'est ça aussi l'apprentissage de la politique. Merci, M. Khnissa. On va poursuivre un peu le débat parce qu'on manque un peu de temps. On va revenir sur cette tête de liste, une tête de liste qui se monnayait à des milliards de dinars, on le sait, selon les déclarations passées. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que c'est une avancée ou pas? Elle va se multiplier par le nombre de candidats. C'est-à-dire? Parce que maintenant, si on a payé, l'autre fois c'était la tête de liste qui payait pour l'ensemble, maintenant chacun paie pour lui. Maintenant, les gens vont mener leur place sur la liste. Exactement. Donc finalement, cela ne va pas aller vers une lutte contre la corruption, la fraude, comme on l'espérait. Soyons sérieux, madame. Depuis 1962, qu'on a essayé de voter des lois sans les appliquer. C'est l'impunité qui règne en Algérie. Ça, il faut le dire. Moi, je suis citoyen algérien, j'aime bien mon pays, j'aime bien faire des choses. Mais là, c'est une vérité, parce que c'est pas du jour au lendemain qu'on va maintenant le changement de l'Algérie. C'est pas le changement des textes, c'est le changement des mentalités. Il faut changer des mentalités, il faut changer des pratiques, il faut que la loi soit appliquée. Voilà, soit appliquée. Maintenant, parler des listes, maintenant les listes ouvertes, c'est une très bonne chose. Mais comment l'appliquer? Et des moyens logistiques, madame. Il y a des choses. Vous avez fait des propositions dans ce sens? Oui. Oui. Lesquelles? Lesquelles, par exemple, nous, pour la liste ouverte, il faut à condition que mettre un dispositif vraiment colossal. Parce que voir des gens, il y a des gens à l'intérieur du pays, madame, qui ne savent ni lire et écrire. Comment il va voter? Il va cocher au pif. Même, il y a un paramètre de la technicité qui doit être il fallait se détaillé. Voilà, il fallait se préparer pour ce genre. Les gens qui ont proposé, la commission qui a proposé ce genre d'amendement, il faut connaître la réalité de l'Algérie. Parce que l'Algérie, c'est spécial.
C'est une spécificité parce que c'est pas ramener un modèle de Turquie ou bien un modèle d'Allemagne ou bien un modèle de X ou Y qu'il faut l'appliquer en Algérie. Mais l'adapter à l'Algérie. Monsieur Zerlej, votre question sur cette tête de liste, finalement, est-ce qu'aujourd'hui, l'enlever ou l'amender et faire passer à une liste ouverte permet de lutter mieux contre la corruption, contre la fraude ou pas? Oui, en apparence, par principe, oui. Oui, effectivement. Le fait que c'est aussi une manifestation de confiance en la maturité des électeurs. Donc, ils savent ce qu'ils veulent et choisiront qui ils veulent, donc dans la limite des sièges à pourvoir. Donc, cette question des listes ouvertes à la représentation proportionnelle avec votre vote préférentiel, elle est intéressante. Mais je constate que vous n'avez pas évoqué les problèmes posés par les articles 176 APC et API et 200, s'agissant des fameux 4%. Oui, mais on y arrive, hein. Vous savez, le débat n'est pas terminé, monsieur Zerlej. On y arrive. Je l'ai cité en introduction, les 4%. Hein. On y arrive, on ne peut pas parler de tout en même temps. Alors, justement, bon, alors, pour la tête de liste, le parti de Tala El Horriyet ne voit pas d'inconvénient sur cette nouvelle mesure. Alors, parmi les réserves donc, annoncées par les formations politiques, je le disais, le seuil des 4% des voix obtenues lors des dernières législatives, pour vous, cela défavoriserait les partis politiques qui n'avaient pas forcément, ou les petits partis politiques, même si on n'aime pas les appeler ainsi. Non, même le maintien en lui-même ne nous dérange pas. C'est surtout la pratique au niveau du terrain qui nous inquiète. Mais le problème, c'est que, fondamentalement, si vous considérez un parti qui a eu 4% ou plus, ou qui a donc 10 représentants, 10 élus dans les assemblées populaires locales, comme un parti digne d'être exempté de la collecte des souscriptions, 50 pour les APC, APV et donc 250 pour l'APN, c'est une erreur parce qu'elle consisterait à légitimer ce qui n'est illégitime, à légaliser ce qui est illégal. Il y a pratiquement unanimité au sein de la classe politique, comme au sein du peuple, à considérer que les élections passées n'ont pas été claires, légitimes et tout ça. Donc, nous, ce que nous proposons, c'est la suppression pure et simple de cette référence, ne serait-ce qu'à titre transitoire. Puisqu'actuellement, le pouvoir parle d'élections... Pour démarrer sur de nouvelles bases. Nouvelles bases, c'est-à-dire que la prochaine APN serait vraiment représentative dans le cadre d'élections transparentes, etc., qu'on prenne pour mesure transitoire. On repart tous sur le même pied d'égalité. Tout le monde partira sur le même pied d'égalité. Et même pour ce qui concerne les souscriptions, et je termine, les souscriptions... Pourquoi voulez-vous que le parti maintenant aille collecter les souscriptions? Oui, vous êtes contre la popularité de signatures au niveau des résultats. Oui. Pour les listes indépendantes, pourquoi pas? Parce qu'elles sont inconnues et elles sont confectionnées la veille des scrutins. Donc, c'est parmi les propositions du parti. Voilà. Monsieur Nissa, votre avis sur ces 4% que les formations politiques appellent à supprimer de cet avant-projet de loi pour, comme le disait Monsieur Zerlej, que tout le monde reparte sur le même pied d'égalité? Absolument. Écoutez, je m'associe complètement avec ce qui a été dit. Hein, ce fameux score de 4% finalement, rappelons-le, c'est un score qui est hérité, qui est demandé, mais qui est hérité au fait d'élections frauduleuses. Si on part sur le principe que toutes les élections qui ont été établies avant l'ANI sont des élections devenues caduques. Donc pourquoi aujourd'hui la prendre comme référence? Pour moi, elles sont caduques. Donc partons sur le principe également que nous voulons relégitimer les institutions, les assemblées élues. Partons sur le principe que nous devons le faire sur des règles et des bases saines, mais surtout pérennes. Donc effectivement, les 4% pour moi est une mesure qui pourrait être suspendue peut-être pour la prochaine assemblée ou les prochaines assemblées, mais du moins pour l'instant, pour moi, à mon sens, elle est vraiment inappropriée et enfin, deviendrait limite un obstacle pour toutes celles et ceux qui souhaiteraient s'engager dans la politique à titre personnel ou partisan. Très bien. Alors, on sait aussi que les âges ont été définis pour les candidats. L'Assemblée populaire nationale, au local, 23 ans pour l'APC, 25 ans pour la PN et 35 ans pour le Sénat. Pour le Sénat, je m'arrête sur cette question-là. Le Sénat, après avoir accompli un mandat entier en qualité d'élu dans une Assemblée populaire communale et de wilaya. Est-ce que, certains partis dénoncent cette décision pour le Conseil de la Nation? Il va comme une continuité avec l'ancien système. Quel est votre avis sur la question, M. Bentouri?
Je ne sais pas si vous permettez, je reviens aux 4% parce que c'est une question qui ne m'a pas été posée. Ah, pardon, oui, Voilà. je vous en prie. Excusez-moi. Moi, je partage mes collègues là sur le principe, parce que c'est pas normal d'appeler à une Algérie nouvelle avec des élections qui sont issues d'une fraude et de l'argent sale. C'est pas une référence. Maintenant, nous, dans notre discours d'ailleurs politique ou bien proposition, on a dit que ça soit pour tout le monde ou les deux choses. Ou bien les 4% pour tout le monde ou bien les signatures pour tous les partis politiques. La question c'était. C'était sur les 4% et parmi les propositions aussi, si on doit revenir sur ce qu'a proposé Tala El Horiet, c'était la suppression des signatures, de la collecte des signatures et cette suppression des 4% pour les partis politiques. Oui, nous on a, comme la plupart des partis, on a demandé que ce soit supprimé. Donc pour vous, il faut repartir sur de nouvelles bases et couper définitivement avec on peut pas construire une Algérie. Il faut démarrer. Même comme, à zéro. Comme M. Zarlache a dit, il faut démarrer à zéro. Peut-être pour les prochaines élections, pour le prochain mandat, oui, c'est très intéressant, c'est très important. Au moins, laisser l'élite, laisser des gens qui travaillent, laisser des partis. Parce que le renouvellement doit se refaire à partir de... Pour vous, vous me le disiez tout à l'heure, la situation telle qu'elle est actuellement, cette étape est cruciale? Oui. Vous pensez que c'est maintenant qu'il faut changer les choses? Ah oui, changer les choses, parce que c'est très très important, madame. Il faut démarrer sur de bonnes... Parce que c'est... ça ne fait rien si on prolonge d'un mois ou 2 mois, 3 mois. C'est pas ça qui va... le président, il est là, il est légitime, il gère le pays, mais même si on prolonge d'un mois ou 2, mais à condition que on va mettre le train sur de bonnes rails. Oui. Sur la bonne marche, parce que démarrer avec des trucs flous, là, c'est un mauvais départ. C'est un mauvais départ, madame. Alors, aujourd'hui, le président de la République a reçu M. Ahmed Laraba et sa commission. M. Laraba qui lui a fait un exposé des propositions émises par les partis politiques. Ils ont échangé sur les axes principaux. On sent une accélération dans les événements qui sont en train de se faire. On parlait peut-être maintenant des élections législatives anticipées. On le saura certainement dans les jours à venir. Pour revenir à ma question précédente, M. Bentouri, je parlais de ces âges définis pour les APC, les APN et les locales. Et pour ce candidat au Sénat, qui ne peut être candidat qu'à l'âge de 35 ans et qu'après avoir accompli un mandat entier en qualité d'élu dans une assemblée populaire communale ou de wilaya. Quel est votre avis sur cette question-là? Est-ce que vous ne voyez pas une continuité également de l'ancien système, là aussi? Oui, tout à fait. Vous savez, on ne se contente pas de faire l'observation, mais on présente des suggestions et éventuellement donc des observations, de nouvelles observations. S'agissant de cette question du Sénat, le fait d'avoir accompli un mandat entier, à la fin du mandat, on n'est plus élu. Oui. Donc, on devrait se faire réélire pour pouvoir aspirer à être élu au Sénat. Donc, être élu, être réélu au niveau de l'APC, donc, pour pouvoir être candidat, être donc élu au Sénat. Pour cela, il y a une disposition qui exclut cette situation, hein, d'exempter les APC, les API, oui. dont les membres dont aucun des membres n'a accompli. Ils sont âgés de 23 ans, 25 ans et 35 ans pour le Sénat. Voilà. Donc, ce que nous suggérons, c'est que la dissolution du Sénat, enfin du Conseil de la Nation, n'intervienne qu'un an après le résultat définitif des élections locales. C'est-à-dire que une fois que les nouveaux élus au niveau local aient accompli une année, à partir de là, ils pourraient se présenter pour le Sénat. Et ne pas exiger donc un mandat entier. Et créer donc une certaine dynamique au sein du Sénat.
Très bien. Il y a aussi un volet important, hein, puisque c'est un peu basé sur ça, la lutte contre la corruption, le financement des campagnes, le point névralgique de la révision du code électoral, Monsieur Khenissa, puisque des mesures ont été mises en place. Oui. Vous voulez revenir d'abord sur... Effectivement, si vous permettez rapidement, hein, je serai très rapide et succinct. Oui. Moi, je m'attarderai plutôt sur l'âge, l'âge justement de l'éligibilité, effectivement. Oui. Moi, je pense que le rajeunissement de la classe politique passerait aussi par la réduction de l'âge de l'éligibilité, pour pas que ça devienne un frein justement pour ces jeunes qui souhaiteraient s'engager politiquement. Partons aussi sur le principe que cette élection, ou du moins c'est un contrat, un futur contrat social, politique, éthique, moral entre l'électeur et l'élu. Donc le jeune, s'il a un ancrage populaire via différentes missions qu'il a pu accomplir dans sa circonscription ou dans sa ville, pourquoi l'âge deviendrait un obstacle pour cela? Vous voulez réduire donc l'âge des 23 ans, 25 ans, les 35 ans, les revoir encore à la baisse? Une réflexion responsable pour trouver l'âge adéquat, mais pour le permettre effectivement l'engagement des jeunes massivement dans l'exercice politique, pas forcément que dans les mandats d'élus, mais en tout cas qui verraient pas comme un frein justement dans un avenir, pour établir un avenir politique enrichissant pour la classe politique à terme. Merci, Monsieur Khenissa. Le financement des campagnes, le point névralgique de la révision du code électoral, il y a eu des barrières qui ont été mises en place, c'était important? Moi, je ne sais pas. C'est un paradoxe. Très rapidement, on arrive un peu au terme de paradoxe, madame. Parce qu'on parle de financement de 1000 dinars à partir de la limite de... Quand on a un système... Par chèque, oui. Par chèque, encore. On a un système bancaire défaillant. Je le dis. Défaillant. On n'est même pas arrivé à transférer de l'argent d'une wilaya à une autre. Ça prend peut-être un mois ou deux. Comment voulez-vous qu'on contrôle? Et aussi, l'argent, il circule dans l'informel. L'argent, il est chez les gens. Comment vous pouvez contrôler quelqu'un qui donne de l'argent pour un candidat ou pour un parti politique? Donc il faut revoir... il faut revoir, non, cette chose... Ce seuil qui a été fixé à 1000 dinars... Il n'y a pas que le seuil. Oui. Il n'y a pas que le seuil. L'argent est incontrôlable en Algérie. Et vous avez fait des Comment alors procéder pour lutter contre la corruption et la fraude? On peut lutter. Oui. Maintenant, il faut faire des enquêtes, il faut être vigilant. Il y a des services de sécurité de l'État qui faire une veille, et même au sein des partis politiques également, mettre des systèmes de contrôle. Et ça c'est le rôle des partis politiques. Maintenant, si un parti politique veut l'argent sale, c'est pas moi ou vous qui allez l'arrêter. Mais il n'y a pas de solution pour vous. Moi, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas comment lutter contre la fraude aujourd'hui, Monsieur Zrelej, votre proposition sur ce financement de campagne. On est en train de mettre des barrières quand même dans cet avant-projet de loi, oui. Je voulais juste dire un mot sur le rajeunissement de les jeunes candidats. Très vite, on arrive là au terme de l'émission. Si vous voulez terminer l'idée sur les financements. C'est plus qu'un souhait de la part du Parti Talal Hurriyat à rajeunir le staff politique. C'est bien, pourvu que le processus tel qu'il est prévu par le code électoral ne soit pas dévoyé pour créer une clientèle qui soit défavorable au parti. C'est-à-dire créer, inciter pour qu'il y ait une saignée des jeunes cadres qui fuiraient, qui quitteraient les partis pour aller constituer des listes indépendantes en ayant en tête que le résultat serait plus ou moins garanti et que l'effort lui-même sera soutenu. S'agissant du financement... Comment séparer l'argent du pouvoir Non, mais je pense, moi je me limiterai, si vous permettez, au texte. L'article 113 dit qu'il est créé auprès de l'autorité indépendante une commission de contrôle des financements des comptes de campagne électorale. C'est une très bonne chose. C'est bon, c'est parfait. D'abord, qu'on nous précise... Une minute, M. Zrelej. Voilà, qu'on nous précise ce que c'est qu'auprès de l'ANE. Parce que tout simplement, quand on voit la composition, elle est composée de 5 membres, mais aucun membre de l'ANE. 3 membres, la Cour suprême, Cour d'État, le Conseil d'État, Cour des comptes, un représentant de la Haute Autorité de Transparence contre la corruption et un représentant du ministère des Finances. Vous avez fait la proposition de rajouter un membre de l'ANI? Oui, forcément. Oui, c'est ce que nous proposons. Merci. Très bien. Merci messieurs. Merci, Monsieur Moustapha Zrelej. Je rappelle que vous êtes membre du comité central au parti Talal Hurriyat. Monsieur Khenissa, je terminerai par vous. Un dernier mot avant de clore cette émission. En conclusion, rapidement, en fait, je pense que cette loi aujourd'hui, dans l'absolu, doit être fonctionnelle et usuelle, d'une part. D'autre part, n'oublions pas que nous sommes dans une période charnière, c'est-à-dire une période de défi
dans laquelle nous devons mesurer les enjeux, qui soit d'ailleurs une crise, j'ai entendu tout à l'heure, multidimensionnelle, effectivement, elle est sanitaire, elle est politique, elle est sociale, elle est surtout géostratégique. Donc nous devons faire front commun et permettre effectivement, comme le disait tout à l'heure le monsieur, de mettre le pays sur les bons rails. Mais je dirais en conclusion vraiment, et c'est une réflexion plutôt philosophique, nous devons d'abord faire le deuil du vieux monde et penser peut-être et construire l'Algérie nouvelle. Merci, Monsieur Badis Nissa. Je rappelle que vous êtes président fondateur du think tank Club Émergence, basé à Paris. Merci d'avoir participé avec nous. Monsieur Bentouri Mansour, merci. Vous êtes cadre du parti Voix du Peuple Saout Chab. Et je rappelle qu'aujourd'hui, une audience a eu lieu au siège de la présidence de la République. Le président de la République a reçu le président de la commission chargée de l'élaboration de l'avant-projet de loi sur le régime électoral, Monsieur Ahmed Laraba, et quelques membres de sa commission. Monsieur Laraba qui lui a fait un exposé des propositions émises par les partis politiques. Ils ont échangé également sur les axes principaux. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. C'est la fin de cette émission. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir. Merci.